Jean-Louis Bill, je suis très heureux de vous rencontrer par vidéo interposée, évidemment, on y est un peu contraint, pour le roman que vous publiez chez Lamirois, dont le titre est le nom d'un des deux protagonistes du roman, Sergent-chef Massamba. Alors, première question, d'abord, première observation, c'est un livre que j'ai lu d'une traite, deux fois, qui m'a enchanté. Vous avez créé des personnages qui sont attachants, une situation dont on ne lâche pas le fil. On va essayer de ne pas spolier trop le fil narratif, mais peu importe, on peut se plonger dans ce livre, même si on sait l'intrigue vers laquelle nous allons aller. Donc, voilà, d'emblée, je voulais vous dire cette observation-là. Et alors, si vous voulez bien, on va entrer un peu dans la cuisine du romancier. Vous êtes plus familier, de par votre expérience professionnelle, des médias comme la radio ou la télévision, ou en Belgique, tout le monde vous connaît comme étant producteur d'émissions cultes. Comment se fait le passage de ce mode de communication-là, la télévision, la radio, par le roman ensuite? Comment franchit-on le pas et comment construit-on un univers romanesque? Alors, vaste question. Ce que je voudrais dire, c'est vrai qu'une partie de ma vie s'est passée dans les médias, radio, télévision, écriture. C'est vrai. Donc j'existe. Une partie de moi a existé, été connue, s'est réalisée là, devant un grand public. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours écrit pour moi. Comme en même temps, je suis quelqu'un qui n'a pas tellement confiance en soi, qui se méfie très fort du regard qu'on peut porter sur ma personne. Voilà, par timidité, j'ai gardé beaucoup de phrases, de mots, de petits billets, de début d'histoire, de fin d'histoire, sous le coude. Voilà. Et donc, j'ai écrit énormément pour la télé. Tu vois, donc, la télé et la radio, c'est de l'écriture aussi. Voilà, j'ai écrit les sketchs enfin, une partie des sketchs de Blabla. Donc, le mouvement de l'écriture, crayon, porte-plume, l'ami, je l'ai, je n'ai jamais abandonné. En voyage, je prends beaucoup de notes, des rencontres, des odeurs, voilà. Et cette histoire de Massamba, comment elle m'est venue? Elle m'est venue de façon un peu particulière. C'est qu'il y a très longtemps, je sors de l'aéroport de Zaventem et sur le chemin, je rencontre un couple, un vieux monsieur et une jeune fille, très belle, qui venait d'Haïti. Et je prends un stop. Et il me donne un petit billet me disant « on va voir telle personne ». J'ai trouvé ça merveilleux. Je me dis, ces gens que je ne connais pas, un vieux. Et il y a moins longtemps que ça, j'ai écrit une série, une mini-série autour de ces deux personnages. L'homme, Massamba, était dans l'ombre, ce n'était pas tellement lui, c'était la fille, Kiskeya, un nom haïtien. Et j'ai écrit son histoire. Elle débarque, enfin, bon, je ne vais pas raconter ça. Et c'est un projet Ça n'a pas été publié, cette histoire n'a pas été publiée. un scénario voilà, qui était très loin, qui était presque produit, et puis pour des raisons que tout le monde connaît bien à la RTBF, à l'époque du temps de Stalport, paix à son âme, beaucoup de choses ont été abandonnées, hein, et des gens comme Jacqueline Pierreux ont été mis sur la touche. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui me Parce reste. que pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas belges, ils ne comprendront pas qui est Stalport et qui est Jacqueline Oui. Pierreux. Donc voilà. Voilà, donc j'ai eu des problèmes avec les institutions et tout, le projet a été abandonné, et puis vraiment par hasard, en remettant de l'ordre dans mes papiers, je retrouve cette série en 4 épisodes, je me dis, oh tiens, et puis je me dis, mais ce personnage-là est beau. Et à partir de là, j'ai imaginé d'écrire l'histoire de ce tirailleur sénégalais revenant en Europe longtemps plus tard, dans les débuts des années 2000, et voilà, et je raconte le pourquoi du comment il est revenu. Alors, je vais lire un paragraphe du livre qui, en fait, se trouve au milieu du livre et qui fait, en quelque sorte, une synthèse, le pitch du roman. Et comme ça, tous ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas encore lu le livre, pourront se rendre compte de ce dont nous allons parler maintenant. Un vieillard parcourt des milliers de kilomètres en vol régulier pour saluer à Bruxelles un frère d'armes, le commandant Robert. Jeudi,
il m'aide à changer la roue de ma bagnole, je l'invite chez moi. Le lendemain, vendredi donc, il loupe son train pour Strasbourg et se retrouve aux urgences du CHU. Il me persuade de l'aider à sortir de l'hosto et de le véhiculer en Alsace. Il veut retrouver une de ses conquêtes féminines à qui il aurait fait un môme il y a plus de 60 ans. Tout est dit. Et puis, maintenant, on voit la structure générale. Alors, entrons dans chacun des personnages. Il y a d'abord ce personnage du narrateur, d'abord. Le narrateur qui est un cadre un peu dans un monde qui n'appartient un quadra, un winner, voilà, Alexandre, c'est son nom, il est dans la publicité, dans le cinéma, dans l'audiovisuel. C'est un personnage imbuvable, comme souvent sont ces gens de grandes prétentions. Ils ont un point de vue sur beaucoup de choses, et il est, quoi qu'il le pense, profondément raciste. Voilà, c'est lui. Et ce que j'ai voulu faire, c'est le narrateur. Mais le narrateur, c'est quand même pas l'auteur. Non, Donc, non, bien sûr, non, je parle du narrateur. Non, non, oui, non. mais parce qu'il y a quelques Non. personnes qui m'ont dit, mais enfin, tu peux. Ah oui, non, 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 non. On est bien Voilà. d'accord, c'est un roman et le narrateur est un personnage, un des protagonistes. Donc, il est assez imbuvable. Et au cours de ce road trip, de voyage de Bruxelles à Strasbourg, ben, il va comprendre des choses et se dit, mais finalement, le monde, c'est pas tout à fait ça. Voilà, c'est pas ce que je pense. C'est pas ce que mon univers peut penser. Voilà. C'est un road movie ou un road trip, effectivement, Ouais. mais c'est aussi un roman d'initiation parce que petit à petit, ce personnage narrateur, effectivement, qui est assez détestable et assez nauséabond dans ses positions de raciste, de mépris vis-à-vis du monde entier, y compris des voyageurs en low cost lorsqu'ils débarquent à l'aéroport, ce personnage va être modifié, transformé par la rencontre avec cet autre personnage qui est magnifique, qui est le sergent-chef Massamba, que je vous laisse nous présenter. Mais le sergent-chef Massamba, ben, il est malien, sénégalais. En fait, il vient d'Afrique occidentale, donc de l'Empire français. Il a permis, avec tous ses frères d'armes, ils étaient quand même plus de 350 000 pendant la guerre de 40-45, de sauver l'honneur de la France avec la seconde armée. Et à un moment, dans tout son périple, il va se retrouver en Alsace et il va être hébergé dans une famille, dans une ferme, dont le mari fermier, lui, appartient aux, comment on disait, les collabos alsaciens, mais c'était les malgré eux, c'était les malgré nous, ils n'en pouvaient rien, les pauvres. C'est un peu plus compliqué pour les Alsaciens, mais effectivement, il s'est retrouvé dans un régiment de SS et Voilà, puis prisonnier. on n'en parle pas, c'est l'ombre, c'est l'ombre. Et donc, Massamba, il est là, et il va tomber amoureux de la fille de la ferme, qui a plus ou moins son âge, et ils vont faire l'amour, il va lui faire un enfant, et ils sont certains que quand l'enfant naîtra, ils vont se revoir, il retourne dans son pays, la guerre terminée, et eh bien, la pression familiale va faire qu'il ne va jamais pouvoir revoir son bébé, la femme qu'il aime, et l'État français va l'empêcher de revenir. C'est tout le temps de la grande histoire qui est lui aussi très nauséabond, tu vois, de cette période coloniale qui n'est pas toujours terminée, parce qu'il faut savoir que les tirailleurs sénégalais, les anciens combattants, n'ont été reconnus qu'en 2012, si je me souviens bien, par l'ancien président. Tout à fait. Alors peut-être qu'on pourrait resituer aussi la chronologie. Alors l'histoire telle que le roman la raconte, c'est-à-dire la rencontre entre Alexandre, ce cadre d'une boîte de pub, et Massamba, a lieu autour du 11 mars 2011, ce qui est important puisque le 11 mars 2011 est aussi le jour de la catastrophe de Fukushima, un peu comme s'il y avait dans le monde autour de ces personnages quelque chose qui les dépasse et dont ils ne sont pas au courant, mais qui bouleverse un peu tout. Il y a une sorte de, je trouve, il y a une sorte de métaphore de ce que vit le narrateur, de ce bouleversement de sa perception du monde.
Et, et les événements, évidemment, la rencontre entre Odile et Massamba se déroule à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc en 1944. Massamba a donc 80 ans au moment où il rencontre... Voilà. Quand il revient en Europe, il a la 80e, enfin, on fait le calcul, il va avoir 20 ans en 44, 2011, voilà. Même près de 90 ans, 90, comme il disait. Alors, la difficulté, évidemment, maintenant, c'est qu'est-ce que vous voulez, vous acceptez que l'on raconte de l'histoire pour voir comment ce cheminement se fait, cette amitié entre les deux personnages qui est, comme elle est racontée du point de vue du narrateur, de ce narrateur cinglant dont on a parlé, on a le regard qu'il porte sur Massamba, et c'est un regard qui s'attendrit de plus en plus au fur et à mesure où il découvre, un peu comme vous racontiez la rencontre avec le Haïtien et sa compagne que vous avez vécue vous-même. Il y a à un moment donné comme un dévoilement, c'est comme une révélation pour lui de ce que l'humanité n'est pas ce que lui en a perçu pendant toute sa carrière. Et tout à fait, c'est la vanité. C'est la vanité de se dire, voilà, je suis dans les médias, on voit ma gueule sur les écrans, je suis celui qui raconte l'histoire du monde avec les documentaires, les films que je fais, les émissions de télé-réalité que je produis. Hein, c'est moi. Et puis, il se rend compte que c'est vain, que c'est nul, que c'est vraiment pas ça, la vie est autre chose. Il y a la grande histoire, donc Fukushima, la guerre. Je voulais que ce soit présent parce que c'est ça c'est ça le contexte dans lequel nous vivons, que nous ne voulons pas voir, duquel on ne veut pas se souvenir. Et puis, il y a des choses tellement intimes, des histoires d'amour, des rencontres bâtardes de cet Alexandre, narrateur avec sa secrétaire. C'est aussi un très beau personnage, même s'il est très fugace. C'est un très beau personnage qui le remet à sa place aussi. Il le remet à sa place. C'est cette bonne femme, seule, petite secrétaire, élève son gamin qui joue au foot dans un club de foot. Et lui, voilà, il parvient pas à retenir le prénom. Et soudain, il y a les vraies valeurs, oui, des choses réapparaissent qu'on garde sous le coude, qu'on ne veut plus voir. Et c'est un peu ça. Alors, il y a aussi dans le roman des scènes très drôles, très amusantes. Là, on retrouve la verve du créateur, notamment de ces émissions Blabla, dont vous avez été le scénariste aussi pendant un temps. Par exemple, cette rencontre avec les hommes d'affaires, le couple japonais avec lequel un contrat doit être conclu et qui se passe dans un restaurant belge. Alors, c'est d'une drôlerie incroyable parce que tous les poncifs sont malaxés et prennent une valeur comique tout à fait revigorante. Et bruxelloise. Et Bruxelles, absolument, oui, on est chez Jeff d'ailleurs, hein, on découvre voilà, ça. On est dans un moule street et voilà. Comment un couple de Japonais, image conforme de personnages à Alexandre, vont-ils manger des moules? Il n'y a pas de baguette. Il n'y a pas de fourchette non plus. Comment ça se mange avec des mains? Ah, bon, et on peut faire quand on mange des moules, mais c'est merveilleux. Enfin, voilà, c'était ça. Et là, je me suis foutu royalement de... Mais en revanche, sous la drôlerie, et là c'est peut-être le propre des gens timides, comme vous avez dit tout à l'heure que vous étiez quelqu'un de plutôt réservé, malgré tout, le fait d'avoir choisi un couple de Japonais comme celui-là, ce jour-là qui est le jour de Fukushima, et ce jour du grand bouleversement, prend aussi son sens. Je veux dire, ce n'est pas une séquence qui s'est ajoutée pour faire rire le lecteur, c'est une séquence qui est parfaitement intégrée dans le roman, et c'est en partant de là que j'aimerais vous demander comment vous avez construit le roman. Est-ce que vous l'avez écrit au fil de la plume ou est-ce qu'il y avait un plan? Est-ce que vous avez changé les personnages? Comment ça se passe? Comment ça se passe? Pour moi, c'est une alchimie très particulière. Je dirais que je l'ai construit comme j'aurais écrit un scénario de film, avec l'intransigeance qu'on peut avoir quand on construit un scénario, qui est une exigence qu'on n'a pas nécessairement dans le roman. C'est-à-dire que ce n'est pas la plume, le crayon, qui a mené l'histoire, même si les phrases
se font dans le plaisir, dans la joie, dans le bonheur de l'écriture. Moi, c'est très physique. L'écriture, c'est quelque chose de très physique. C'est une grande intransigeance. Et donc, ce qui veut dire que c'était douloureux. C'était douloureux parce que j'avais l'idée de départ, les deux personnages, puis d'autres se sont ajoutés. J'en ai jeté d'autres, voilà. Et puis, il y a eu l'agencement des scènes. Comment parler d'un passé qui était la guerre aujourd'hui? Donc, bon, il y a toute une longue réflexion, c'était long, sur le temps de la narration. Maintenant, on raconte des choses d'hier. Mais pour raconter des choses d'hier, est-ce que je vais les mettre au présent hier? Comment je vais faire? Voilà. Donc, ce sont toutes des choses que j'ai découvertes parce que je ne suis pas, comment je vais dire, je suis pas un romaniste, je ne suis pas un littéraire. Je lis. Un raconteur d'histoire, en tout cas, parce que le Voilà. sentiment que le lecteur a en le lisant, c'est tiens, on entre dans un univers où quelqu'un nous raconte une histoire, Et pour moi, avec c'est sa ça. cruauté, avec son humanité, avec sa drôlerie. On est dans cet univers-là. D'ailleurs, Voilà, c'est exactement ça. Moi, pour moi, écrire, c'est raconter une histoire. Voilà, c'est raconter. Et je n'ai pas l'outrecuidance de parler de mes, de mes poussées d'acné quand j'étais adolescent, ni des tromperies de mes femmes nombreuses et multiples, ni de... C'est pas ça mon propos. Mon propos, c'est j'écris, donc c'est le bonheur, la joie et la responsabilité de pouvoir écrire. Tout le monde n'a pas le temps, n'a pas la disponibilité, n'a pas l'énergie, n'a pas les hormones qui le poussent à raconter. Moi, je l'ai, donc je vais respecter les personnes du mieux que je peux dans mon écriture, voilà, pour qu'ils rentrent dans quelque chose, dans un univers et que pendant j'aime, je vais dire un truc, une confidence de vous à moi. J'aime la durée de la littérature de gare. ouais. La littérature de gare. Les romans de Simenon les avait prévus pour être lus pendant 2 heures, c'est-à-dire Ouais. avant la télévision, la soirée passée dans une maison bourgeoise, où on Ouais. passe du temps à lire et on entre dans un roman. Je ne pensais pas à la télévision, mais moi, pour moi, c'est une norme, c'est une exigence très importante. Donc, on prend un bouquin, on rentre dedans, et donc il faut tout de suite qu'on rentre, sans démagogie, sans truc, sans ficelle. Il ne faut pas être putassier du tout non plus. Et puis on rentre, et puis on arrive, et puis il y a la conclusion, et puis on reste voilà, sur cette impression. Et dans la salle des pas perdus, quand on va à ce rendez-vous, on a encore le goût de l'histoire qu'on vient de vivre. Mais c'est une très belle définition de ce qu'est un roman que vous venez de donner là. C'est un roman, finalement, c'est cela, c'est permettre au lecteur d'oublier un temps le monde réel dans lequel il se trouve, de renoncer à l'incrédulité et de se dire, bon ben voilà, j'entre dans l'univers de Jean-Louis Bill, je rencontre Sergent-Chef Massamba, et il y a ce phénomène comment dirais-je, d'adoption par le lecteur de la réalité des personnages qui ne peut être réussi que si le roman est réussi, ce que vous avez tout à fait réalisé. Que quelqu'un comme vous me disiez. Mais pour répondre à la toute première question, de comment on passe d'un personnage public médiatisé à l'écriture de romans, qui est quelque chose de très solidaire, très solitaire, qui est dans l'angoisse de pas tel mot, non pas tel mot, telle phrase, pourquoi ça et pas ça. Enfin, voilà, donc c'est un univers, il faut chaque fois... Pourquoi? J'en sais rien, moi. Pourquoi maintenant j'écris ce roman-là? Pour La moi, question n'était pas le pourquoi, la question était le comment. oui, le comment, mais c'est la même chose. Pour moi, c'est le comment, c'est, tu vois, ben, comment, voilà, tu vois, mon handicap aujourd'hui, parce que là, comme tu le sais, enfin, comme vous le savez, je suis PMR, donc je suis handicapé, je ne sais plus marcher. Avant, je marchais énormément. Je courais beaucoup, j'errais dans les villes, dans les forêts, de longues heures, et là, tout venait. Maintenant, je suis assis sur mon fauteuil, sur ma chaise, et je dois ne faire... J'ai plus la respiration du corps dans l'écriture. Je la retrouve encore par la voix, parce que quand j'écris, je dirais à haute voix. Oui.
j'écris au doigt, il y en a eu d'autres qui l'ont fait. Moi, c'est ça. Il faut que toutes mes phrases soient entendues, soient de la musique. Pour moi, le lecteur, il en fait ce qu'il veut, mais moi, c'est ça. Et c'est à ce moment-là que, hop, je peux continuer à avancer. Donc, écrire, c'est quelque chose de très physique. Est-ce que le fait d'être privé de la marche tel que vous le pratiquiez pendant toute votre vie, cela, à votre avis, stimule le mode créatif du roman, de l'écriture d'une histoire? Est-ce que, pour le dire autrement, est-ce que cela influe sur le choix des histoires? Vous nous avez dit que cette histoire était finalement inspirée d'un moment que vous aviez vu, comme ces images fugaces que l'on a et qui deviennent de longues années après le sujet d'un roman. Est-ce que vous pensez que les deux peuvent avoir un impact l'un sur l'autre, l'invalidité et le fait de raconter des histoires, de reconstruire un univers? Je dirais que ça ne l'a pas encore eu, ce mélange, ça ne l'a pas encore eu. Bon, dans les poèmes, enfin, parce que j'ai une écriture poétique aussi, là, c'est déjà apparu. Dans le roman, non. Dans celui-là, en tout cas. Le prochain sur lequel je travaille pour le moment, là, je suis encombré de ça. Ça m'encombre. Ça m'encombre parce que je me dis, bon, qu'est-ce que je peux, pourquoi dire, voilà, je vais écrire quelque chose parce que mes deux pieds ne tiennent plus sur le sol. Quel est l'intérêt de la chose? Ah oui, non, non, c'était pas dans ce sens-là que je posais la question. C'était dans le fait que, comment dire, que le fait d'être immobilisé peut conduire, enfin c'est une question, à développer davantage un imaginaire qui sort justement du fait d'être immobilisé. Et j'ai eu le sentiment, en lisant Serge en chef Massamba, qu'on avait, c'est le premier roman que vous publiez en tant que tel, je crois, on a cette ouverture soudain vers un monde réel, reconstitué, fictif, avec des personnages qui vivent et qui vous parlent autant qu'ils ne parlent au lecteur. Oui, tout à fait. Alors là, je suis bien d'accord avec toi. Et pas plus tard qu'il y a une semaine, je réfléchis sur moi, sur mon existence, enfin, ce que tout le monde fait à un moment ou l'autre. Et puis, je me rends compte que j'ai toujours été un solitaire. J'étais en préventorium à 6 ans, et puis en pensionnat. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé, dans mon lit, avec mes silex, parce que j'avais le plaisir de collectionner des silex et de les faire des étincelles avec ces silex, à me raconter des histoires. Et ces histoires, toute ma vie, j'ai raconté, je me suis raconté. Et je me racontais pourquoi? Parce que ça me protégeait de la réalité, ça me protégeait du monde. Adolescent, je lisais un bouquin d'ado, je parle le Grand Môle, toi, à 12-13 ans, c'est ce que tout le monde lit. Hein, tu pleures, t'es pas bien, mais pendant 15 jours, seul, dans la forêt, je vivais le Grand Môle. J'étais le Grand Môle. Voilà. Donc, très longtemps, je me levais le matin et je continuais pendant toute la journée à me raconter des histoires. Voilà. Parce que le sergent-chef Massamba, si on essayait de faire une sorte d'évocation plus personnelle, c'est finalement un homme qui a décidé de marcher et qui a marché depuis l'Afrique jusqu'en Alsace pour arriver à un objectif qu'il s'est fixé, qui est de retrouver son petit-fils, on peut le dire, et d'essayer de le retrouver, mais sans savoir s'il y arrivera. Et donc, d'une certaine manière, comme Flaubert disait, Madame Bovary, c'est moi, on pourrait dire sergent-chef Massamba, malgré toute la distance qu'il y a, c'est peut-être aussi un romancier qui marche en écrivant. Un homme debout, en tout cas. Un homme debout. C'est Massamba, c'est ça. Et je dirais que, je ne sais pas si ça arrive souvent, mais l'auteur, moi, je suis tombé admiratif devant le personnage de Massamba. Je me suis dit, mais ce mec, bravo. Bravo pour le périple qu'il a fait. Et j'en suis arrivé à me dire, mais peut-être qu'il a vraiment existé, ce Massamba. Ah oui, ça c'est évidemment, là on arrive au summum de ce qu'est la création romanesque. Mais en tout cas, du point de vue du lecteur, puisque chaque lecteur réécrit le livre qu'il lit, en tout cas, c'est un merveilleux personnage, non seulement lui seul avec l'histoire qu'il a vécue, qui l'a conduit à rencontrer le narrateur, mais l'ensemble de cette famille de personnages est éminemment attachante et
d'une certaine manière, donne du cœur au ventre au lecteur en se disant, tiens, voilà, il y a des rédemptions sont possibles. On peut changer la perception du monde d'un personnage et donc du lecteur. Et rien que pour ça, je pense que c'était un peu en cela que je pensais à relier l'invalidité de l'auteur et l'énergie vitale du personnage qu'il invente. Oui. Mais pour moi, c'est important. Enfin, je crois que la vie est tellement belle et tellement forte. Et dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui est un monde catastrophe, toi, tu te dis, mais non, il faut garder un espoir, il faut être droit sur ses jambes, voilà, il faut avoir un objectif et comment faire. Alors, c'est vrai que le jour où tu n'es plus dans la vie active, parce que tu es devenu un handicapé, un peu en dehors du monde, et que tu vois qu'actuellement à Bruxelles, il y a des demandeurs d'asile qui font une grève de la faim, tu vois des gamins qui essaient de traverser, voilà, et que tu vois tout ça autour de toi, tu dis maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux encore faire? Et je dis, mais non, mais la vie, elle est là, elle est merveilleuse, gardons l'espoir, et puis, je sais pas, comme disait Bertolt Brecht, tuez-les tous et Dieu reconnaîtra les siens. Je propose qu'on termine cet entretien sur Bertolt Brecht. On devrait peut-être relire davantage ou revoir davantage sur les scènes de théâtre. Il a encore énormément de choses à nous apprendre. Jean-Louis Bill, je vous remercie pour cet entretien et pour ce roman, merveilleux roman, un roman qui est touchant, qui est fort, qui est intense et qui redonne de la force à ceux et celles qui le liront et qui l'ont lu. Sergent-chef Massamba, c'est paru chez Lamirois. Peut-être un mot sur Lamirois, c'est un éditeur qui... Je dis deux choses. Un roman, ça s'écrit seul, bien évidemment, mais jamais tout seul. Il faut qu'il y ait autour de nous un environnement de gens qui y croient, qui t'aident, qui te maternent, toi. Et moi, il y a eu ma compagne, ma Mimi. Il y a eu ma première lectrice, c'était Corinne Hooks. Corinne Hooks, oui, poète, romancière. C'était ma première lectrice. Et ça, tu la sens passer. Voilà, il y a eu elle. Et puis, il y a quelqu'un comme Éric Lamirois, ah, oui. qui pour moi est un éditeur énigmatique. Il le sait. Je me suis dit, mais il ne vient pas directement de l'édition ni de la littérature, et il parvient en quelques années à monter une dynamique incroyable. Et comment a-t-il travaillé avec vous, si tel est le cas, s'il a travaillé avec vous en tant... Certains éditeurs travaillent les textes, et je ne sais pas dans son cas. Voilà, Éric, je connaissais via une autre vie, voilà. Et puis, il y a eu les histoires des petits bouquins. Les opuscules. Vous en avez publié un, je crois. Le tram 18. Voilà, un tram 18. Et voilà, il m'a envoyé un petit mot. Il me dit, écoute, ça t'intéresse, je crois de 5000 signes, et tout. Bon, j'avais une histoire. Je dis, voilà, je te l'envoie. Je l'envoie. Et puis, il me dit, OK, ça va, je publie. Bon, très bien. Et puis, j'ai mon bouquin. Alors, comme beaucoup d'autres auteurs belges, bien évidemment, je l'envoie d'abord à Paris, parce qu'on se dit Paris, me voilà, attendez sur moi. Mais quand tu n'as pas d'argent, quand tu n'as pas et tout ça, voilà, que tu n'arrives pas autour d'un certain machin, évidemment, malgré les nombreuses qualités, ça n'entre pas dans ce que tout le monde a reçu. Et puis je me retrouve là. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais, quoi? Et donc, il y avait un autre éditeur qui avait été pressenti, mais ça n'a pas fonctionné pour d'autres raisons plus psychologiques ou autres. Enfin, on ne s'est pas bien entendu. Voilà. Et puis, je l'envoie à Eric, puisque je m'entends bien avec lui. Et lui, il me dit, ah, mais non, OK, ça va. Alors, il travaille quand même sur la chose. D'abord, il y a son correcteur qui est magnifique. Et puis, il me fait remarquer, parce qu'il y a eu différentes versions du texte, il y a eu des titres différents. Au début, je voulais l'appeler Choucroute nègre. C'était le titre initial, Choucroute nègre. Alors là, Eric me dit, écoute, tu ne crois pas qu'aujourd'hui, c'est un peu mal porté d'utiliser des mots comme tu utilises, comme tu donnes
que tu fais dire à Alexandre, Bamboula, Nègre, Bico, enfin, il faudrait quand même faire attention. J'attends, moi, la cancel culture, comme dirait Zazie, mon cul, quoi. La cancel culture, toi, les woke, mon cul. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Zazie. Les guillemets sont toujours très utiles dans ces cas-là. Tu vois, et donc, il me dit, écoute, on va quand même prendre nos précautions. Et donc, il a soumis le texte à un avocat spécialisé en la matière, pourquoi pas, qui m'a dit ça, tu peux pas, ça, tu peux pas, ça, tu peux pas. Alors, c'était un bras de force. Non, ça, je tiens quand même, ça, je tiens quand même. Et voilà, on s'est mis d'accord. Mais c'est quand même effrayant qu'aujourd'hui, on en soit réduit à avoir peur des mots qui existent dans l'histoire, qui existent dans le dictionnaire, qui sont des mots qui ont été utilisés, qui sont encore utilisés. On ne peut plus les mettre dans la bouche. La grande question de Massamba, est-ce qu'un blanc de la middle class européen peut se permettre d'écrire l'histoire d'un nègre sénégalais? Je pose la question. Mais le droit? Moi, je trouve que le plus important, c'est que le roman trouve son public et découvre à travers la lecture qu'il fera du roman tout ce qui l'a nourri, ce qui en a fait un grand récit, une grande histoire et de grands personnages. Et je préfère cette option-là, et donc qui implique qu'au lieu de Choucroute Nègre, on prend Sergent-Chef Massamba comme titre, sachant que Choucroute Nègre aurait attiré l'attention non pas sur le roman, la qualité du roman, des personnages, mais rien que sur le titre et sur le fait qu'on utilise deux mots. Alors je préfère, en ce qui me concerne, avoir le roman et y avoir accès plutôt que de ne plus y avoir accès ou d'être dépassé un rideau qui est celui du mot qu'on peut utiliser. Et quand on voit qu'aujourd'hui les romans d'Agatha Christie en leur traduction voilà, sont remodifiés alors que les dix petits nègres, ça ne veut pas dire, dans la traduction qui en a été faite à l'époque de la première parution en français, ça n'a rien à voir avec le mot nègre que l'on utiliserait aujourd'hui. Donc, c'est risible. À la limite, on ne peut plus dire un nègre en littérature non plus, qui est nègre étant celui qui écrit un livre qui sera par ailleurs publié par un. Que tu voulais qu'on arrête. C'est un débat, mais voilà. C'est un débat, et dans ce débat, il y a quelqu'un de fantastique, il faut remettre un peu, c'est Victor Kempler, qui est le bonhomme qui a écrit un bouquin en 1947, si je me souviens bien, sur le vocabulaire nazi des années 30 aux années 40, la langue du Troisième Reich. Et on en est là. Orwell n'a fait que ça aussi. Tout à fait. Oui, la novlangue qu'il a créée. La novlangue. Jean-Louis Bill, ici c'est un autre débat. On était ici pour parler de ce roman-ci, Sergent-Chef Massamba, que je montre quand même à la caméra, qui est un merveilleux roman, quels que soient les mots qu'il ait fallu enlever ou modifier. En tout cas, c'est un roman merveilleux à lire absolument. Et je pense que tous ceux qui l'ont lu attendent avec impatience le prochain sur lequel vous travaillez, m'avez-vous dit. Comme une poule, je couvre mon œuvre. Eh bien, au travail alors. Merci, voilà. Merci beaucoup en tout cas Jean-Louis Bill. Je vous remercie.